Eh bien, bonjour et bienvenue tout le monde à ce troisième débat du cycle de table ronde autour du genre et des sciences. Merci de cette invitation euh, et merci aussi aux personnes qui font la traduction. Je suis Guillaume Gamblin de la revue écologiste indépendante Silence, qui est basée à Lyon. Qui est partenaire de ces rencontres. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas partir sans prendre un numéro que nous vous offrons d'un exemplaire que nous avions consacré aux écologies queer. Voilà. Hier, on a exploré les questions de l'androcentrisme dans les sciences et on s'est demandé si la nature était queer. Aujourd'hui, on s'écarte un peu du domaine de la biologie pour aller vers les sciences sociales et vers les mouvements sociaux. Les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les mouvements LGBTQI+, et queer n'évoluent pas dans des sphères étanches les unes aux autres, mais ils ont appris à se conjuguer, à s'entremêler, à explorer leurs racines communes, leurs intérêts communs, dans une perspective assez intersectionnelle. Et les mouvements écoféministes, ainsi que les lieux et les mouvements écolo-queer témoignent de cela. Il s'agit bien souvent de s'allier pour faire face à des oppressions communes. Et donc ce sont ces histoires, ces lieux, ces croisements qu'on va explorer aujourd'hui avec nos trois invités, donc Jules Falquet, Si Le Cerf Molpois et Bénédicte Gatter. Je vais leur laisser successivement la parole, et suite à quoi on pourra avoir un temps d'échange ensemble avec vous. Donc je commence par laisser la parole à Jules Falquet, qui est professeur de philosophie à l'Université de Paris 8 Saint-Denis, féministe et lesbienne, écologiste et féministe de très longue date, et qui a coordonné notamment le rapport des ONG féministes sur les questions d'environnement pour la conférence de Johannesburg en 2002, ainsi avec d'autres personnes qu'un numéro spécial des Cahiers du genre sur l'écoféminisme paru en 2015, et puis qui a publié en 2019 le livre Imbrication, femmes, races et classes dans les mouvements sociaux, qui se trouve ici et qui est en vente ici également. Donc je laisse la parole à Jules. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci aux personnes qui ont organisé, aux personnes qui s'occupent de la technique, à l'interprétation et à la revue Silence aussi, dont je suis une lectrice attentive depuis pas mal de temps. Et à vous d'être venus, tout simplement, au public. Donc, je me réjouis. Je crois qu'on parle 20 minutes chacun, c'est ça? Oui. Ok. Alors, merci de m'avoir présenté. En général, donc une fois de plus, je vais me représenter pour situer mon point de vue, parce que ça me semble important, à la fois dans les rapports sociaux de sexe, de classe et de race. Et je voudrais situer mon point de vue à la fois de manière en quelque sorte sociologique et plus objective, et en quelque sorte aussi politique et plus subjective, tout ça avec plein de guillemets. Donc, d'un point de vue dans les rapports sociaux de sexe, quand je suis née, j'ai été considérée comme femelle et donc il en a découlé une assignation à devenir une femme. Dans les rapports sociaux de race, je suis de nationalité française, donc c'est un pays, comme vous le savez, colonial de très très longue date et très violemment, et je suis catégorisée comme blanche. Donc je suis vraiment privilégiée, on va dire, du côté très privilégié dans les rapports sociaux de race. Et puis, dans les rapports sociaux de classe, je suis issue de la classe moyenne et j'y suis également toujours, notamment du fait d'être devenue professeure à l'université de Paris 8, donc un salaire régulier qui, même s'il n'est pas mirobolant, comme vous le savez, je ne sais pas si vous vous destinez à l'enseignement, mais pas forcément la carrière la plus rémunératrice, même si est très satisfaisante par ailleurs, mais voilà, donc je reste aussi du côté privilégié dans les rapports de classe. D'un point de vue politique, et je le prends à l'envers, dans les rapports de classe, j'essaye de participer aux luttes anticapitalistes, dans l'espoir de dépasser ce mode de production un jour, et tout particulièrement donc à l'heure actuelle dans les luttes contre les logiques néolibérales.
qui rejoint d'ailleurs au niveau des rapports de race les luttes antiracistes et anticoloniales ou décoloniales ou anti-impérialistes ou pour transformer les rapports nord-sud. Il y a beaucoup de manières de le dire et de le penser. Voilà, donc depuis ma position de race et de classe, j'essaye de m'inscrire dans les luttes anticapitalistes et antiracistes et aussi anti-islamophobes et antisémites. Et puis, dans les rapports sociaux de sexe, d'un point de vue politique, je me place du côté des lesbiennes au sens qu'a donné Monique Wittig à ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas devenir et de ne pas rester une femme. Et puis, j'essaye aussi de combattre le système politique de l'hétérosexualité. Voilà, donc tout un programme. Mais ça vous aide un petit peu à comprendre peut-être d'où je parle et qu'est-ce que je peux, depuis cette position imbriquée, hein, qu'est-ce que je peux voir, pas voir, comment je peux analyser. C'est pas mécanique, mais disons, ça vous aide à situer comment ça fonctionne peut-être dans ma tête. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Hein. Et donc, comme Guillaume Gamblin l'a dit, en effet, déjà en 2002, en fait, j'avais été responsable de coordonner le rapport, en quelque sorte, des ONG, finalement, pour la conférence de Johannesburg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en fait. Peut-être celle de 2002, elle est un petit peu passée à la trappe. Mais je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, la conférence de Rio en 92. Oui, voilà. Elle était assez visible, c'est la conférence environnement. Bon, ben, en fait, l'ONU, tous les 10 ans, sur différents thèmes, fait des conférences. Et donc, pour celle de Johannesburg, j'avais été amenée à coordonner le rapport pour une petite association qui s'appelait, je crois qu'elle existe toujours, Femmes et Changement. Et c'est assez intéressant parce que c'est une association qui a aussi publié un bouquin très intéressant de coordination de féministes du Sud qui s'appelait Down. Et puis aussi, surtout, elle a contribué à la traduction et publié en français le livre de Vandana Shiva et Maria Miss sur l'écoféminisme. À l'Harmattan, dans une collection très peu visible, mais en fait, en réalité, c'est elles qui ont fait ce travail. Et je tiens aussi à souligner que la personne qui avait tout traduit de manière complètement bénévole, c'était Edith Rubinstein, qui était par ailleurs engagée dans le réseau international des femmes en noir. Et donc ça vous aide peut-être à voir et à comprendre à quel point, en fait, et c'est de ça que je voudrais parler peut-être pour introduire aussi ce que vont dire mes collègues, ça vous montre à quel point, en fait, l'écoféminisme ou les écoféminismes, mais les tendances écoféministes desquelles je vais parler, sont inscrites, en fait, et en lien avec de nombreux autres mouvements sociaux. Et moi, je voudrais souligner tout particulièrement les origines historiques et l'ancrage très ferme de l'écoféminisme dans à la fois les luttes antimilitaristes, pas seulement pacifistes, hein, antimilitaristes, et les luttes antinucléaires. Surtout à l'heure où le nucléaire revient sur le devant de la scène de plusieurs manières, je pense que c'est important et intéressant de se rappeler de ça et d'insister là-dessus parce que quelquefois, comment dirais-je, l'idée qu'on se fait de l'écoféminisme, c'est un truc un peu gentillé, on va mettre des cups menstruels et puis on va faire du care et on aime la nature, un petit peu comme la manière dont on envisage quelquefois les femmes et le pacifisme. Donc en fait, je voudrais insister, et je m'appuie pas mal là-dessus sur l'introduction de Vandana Shiva et Maria Miss de leur livre donc Écoféminisme, hein, introduction qu'elles ont écrite ensemble, où elles rappellent un petit peu l'histoire et voilà, même si ça peut paraître un peu lointain puisque ça remonte à une bonne 50aine d'années, je pense que ça vaut la peine de dire que j'avais un petit trou de mémoire. Voilà, ça vaut la peine de rappeler, comme elles le font, que en fait, parmi les premières mobilisations, il y a des mobilisations notamment aux États-Unis contre la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, donc nucléaire civil. Il y a les énormes mobilisations en Grande-Bretagne de Greenham Common. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Maintenant, il y a un livre qui a été traduit sur cette mobilisation. Ça a duré 10 ans. Et des femmes ont devant un campement militaire de l'armée états-unienne où il y avait notamment des missiles nucléaires, c'était à l'époque de la guerre froide, hein, donc l'Angleterre alliée des États-Unis, base militaire, missiles, pardon, je vais peut-être très vite pour la traduction, ça va ? Donc des femmes disaient mais on supporte plus cette idée qu'il y ait des missiles qui visent en permanence les anciens pays de l'Est et puis ça veut dire qu'on peut aussi être attaqué. Donc pendant 10 ans, des femmes en non-mixité de sexe ont campé devant
cette base militaire à Greenham Common. Donc, il y a eu des femmes de toutes sortes, hein, ça s'est renouvelé, ça a duré 10 ans. Et puis, elles ont fait un ensemble d'actions, notamment des actions symboliques. Elles ont coupé les barbelés, elles ont dansé sur les silos de missiles, elles ont fait tout un tas de choses. Mais voilà, et elles ont surtout visibilisé la présence de ce campement militaire et souligné leur opposition à la fois aux logiques militaristes et aux logiques nucléaires. Donc je pense que c'est des origines qui sont tout à fait importantes à rappeler. C'est aussi, ça rejoint une autre, donc cette anti-nucléaire civil et militaire, mais en faisant vraiment le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc j'insiste encore un tout petit peu là-dessus parce que, comme vous le savez, la France est, je pense que c'est le pays le plus, j'allais dire mais c'est le pays le plus nucléarisé du monde, hein, et sans aucun débat démocratique, comme vous le savez. Et le nucléaire militaire s'appuie résolument sur le nucléaire civil, et donc on ne peut pas questionner le nucléaire civil parce que il soutient le nucléaire militaire, et tout ça lié à des logiques coloniales, puisque pour obtenir notamment l'uranium, comme vous le savez, il est obtenu à très très bas prix, notamment au Niger, qui est du coup un des pays les plus appauvris du monde, alors qu'il détient notamment cette richesse minière tout à fait considérable, mais la France s'arrange systématiquement pour faire baisser les prix et les maintenir à un plancher extrêmement bas, ce qui fait que par exemple le Niger a bien du mal à financer son système de santé ou son système d'éducation, soit dit en passant. C'est un des exemples, parce qu'il y a d'autres lieux d'extraction de minerais. Et il y a toute la chaîne qui s'ensuit. Bon, c'est pas quand même une conférence sur le nucléaire, mais quand même, encore une fois, l'écoféminisme a cette très forte dimension anti-nucléaire, anti-militariste. Il y a un autre courant qui me semble tout à fait intéressant et qui est très souvent complètement oublié, qui est un courant lié à une critique des nouvelles technologies reproductives et une critique de l'eugénisme, c'est-à-dire des logiques à la fois racistes et sexistes, hein, qui président au développement de ces nouvelles technologies reproductives. Alors, pour le dire d'une manière peut-être un peu plus claire, vous connaissez sans doute le nom de Françoise d'Aubonne. Voilà. Donc Françoise d'Aubonne, vous savez qu'elle a été l'inventeuse du terme d'écoféminisme, et que donc son bouquin vient d'être republié récemment, hein, Le féminisme ou la mort. Et puis d'autres, elle est en ce moment en quelque sorte redécouverte. Françoise d'Aubonne, dans sa réflexion, elle insiste surtout sur ce qu'elle conçoit ou ce qu'elle conceptualise comme la bombe démographique. Mais en réalité, cette idée de bombe démographique, elle pose problème, hein, quelque part, parce que finalement, c'est pas tellement le problème. La bombe démographique, c'est l'idée qu'il y a trop d'enfants qui naissent, mais en fait, où sont-ils ces enfants? C'est des enfants dans les pays du Sud. Et donc, en réalité, c'est une espèce de perspective qui met la faute sur les pays du Sud, sur les femmes du Sud. Ces femmes du Sud, elles sont probablement paysannes, prolétarisées, elles sont probablement racialisées. Et en fait, donc, finalement, c'est une perspective plutôt raciste et sexiste et classiste qui omet complètement d'interroger le fait que, en réalité, qui est-ce qui consomme le plus de ressources et qui est-ce qui produit le plus de déchets? Aidez-moi. Est-ce que ce sont ces femmes du Sud? Et pas seulement individuellement les pays du Nord, mais il y a certaines institutions dans les pays du Nord, ça va faire le lien avec ce que je viens de dire avant, mais il y a certaines institutions dans les pays du Nord qui consomment tout particulièrement énormément de ressources et qui produisent tout particulièrement énormément de déchets. Pouvez-vous m'aider? Quelles sont ces institutions? Donc le plus grand consommateur de ressources et pollueur au monde, c'est l'armée états-unienne. Et il y a ensuite les autres grandes armées, comme l'armée française, l'armée israélienne, j'imagine l'armée russe peut-être maintenant plus autant, mais enfin disons, les armées dans leur ensemble consomment énormément de ressources pour faire rouler les tanks, faire voler les avions, bâtir leur système de communication, etc. Et puis produisent aussi, je le dis très rapidement, hein, mais produisent énormément de déchets, sans même parler des déchets nucléaires, hein, là, mais y compris en faisant des exercices, hein, y compris en temps de paix, quand on tire, on met du plomb partout, quand les chars passent pour s'entraîner sur les terrains, ils écrasent le sol. Enfin, il y a des milliards de manières possibles et concrètes à travers lesquelles les armées sont des extrêmement grands destructeurs de l'environnement.
Là, je vous renvoie aussi à un autre livre publié aussi toujours dans la même collection de ce même groupe féministe, Femmes et Changement, un livre de André Michel, une féministe, une des pionnières du féminisme français, qui avait aussi travaillé, ça a été la première à travailler sur les questions migratoires, la migration des Algériens en France, et ça a été une des premières à travailler sur la question des femmes, et elle a été une antimilitariste et antinucléaire résolue, donc André Michel, et elle a un petit livre dans cette collection qui s'appelle Féministe en féministe militairement incorrect, je crois, illustré d'ailleurs, et elle donne des chiffres sur la manière dont l'armée française, par exemple, consomme et pollue, et c'est vraiment intéressant. Et un des chiffres d'ailleurs qu'elle donne, aussi sur les ventes d'armes, il y a énormément de choses, mais un des chiffres qu'elle donne, c'est que l'armée française possède 1% du territoire français, l'équivalent de 1 département, juste pour faire ces petits exercices, stocker ses munitions et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un gros morceau cette question du militarisme. Alors donc je reviens en arrière, je voulais parler de cette question de l'eugénisme, et donc Françoise d'Aubonne, dans sa réflexion sur la bombe démographique, je pense que d'une certaine manière, elle se trompe un peu d'adversaire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'analyser la manière dont les institutions internationales et les pays du Nord mettent en avant la soi-disant défense de l'environnement pour attaquer et pour tenter de faire baisser la démographie des pays du Sud. Et ça, historiquement, depuis déjà les années 60, et ça se renforce dans les années 70, et c'est vraiment très très intéressant de voir, donc, comme il y a des conférences tous les 10 ans sur l'environnement, hein, par exemple justement Rio, 92, 2002, etc., il y a des conférences dans le même ordre d'idées sur les questions de population. Vous avez peut-être entendu parler de celle qui a été un petit peu connue, c'était celle du Caire, pas le Caire soin, le Caire en Égypte, de 94. Mais donc il y en a également tous les 10 ans. Et celle de Bucarest en 74, la personne qui représentait les États-Unis à cette conférence, c'était Bush père. Et à ce moment-là, Bush père avait dit, portant la parole des États-Unis, la question de la fécondité des femmes, ce n'est pas une question personnelle et individuelle. À partir de dorénavant, c'est une question qui concerne les États et qui concerne tout particulièrement les États-Unis. Et donc nous, États-Unis, à travers cette caisse de résonance des conférences internationales sur la population, nous allons porter la question de la réduction de la fécondité des femmes du Sud, etc. Et puis en fait, à travers ces conférences et à travers les financements, et je ne vous fais pas le détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des choses très intéressantes là-dessus dans différents endroits, les États-Unis, en fait, jouent un rôle extrêmement important dans le financement et l'organisation de la recherche, et ensuite de la production, mais déjà financement de la recherche et des diffusions de la recherche, sur les questions contraceptives à l'échelle internationale. Donc quand les féministes demandent « nous voulons des pilules mieux dosées, nous voulons des meilleurs contraceptifs et tout », en fait on crie dans le désert parce que c'est pas du tout, enfin on ne s'adresse pas du tout aux bons interlocuteurs et on ne se rend pas du tout compte que la gestion de notre fécondité en fait est gérée à l'échelle transnationale, notamment par les États-Unis, et que les États-Unis, depuis déjà plusieurs décennies, ce qu'ils promeuvent dans la recherche, à travers les financements, etc., ce sont des contraceptifs de longue durée, peu importe s'ils sont nocifs ou pas, qu'on puisse administrer aux femmes éventuellement même sans leur consentement ou qu'elles ne puissent pas vraiment décider, donc notamment tout ce qui est stérilisation et contraceptifs de long terme, et le moins cher possible pour pouvoir les distribuer massivement dans les pays du Sud. Donc il y a tout un tas de choses très intéressantes là, autour de ça, et un groupe qui d'une certaine manière, je trouve que c'est intéressant de le rattacher à l'écoféminisme, même si on n'y pense jamais et peu de gens le connaissent, c'est un groupe qui s'appelait les Rote Zora, les Renardes Rouges, qui dans les années 80 ont attaqué de manière armée, mais sans aucun dégât, sans prendre aucune vie humaine bien évidemment, mais ont attaqué notamment des laboratoires pharmaceutiques en critiquant, disons, les logiques eugénistes qui
présider à la recherche en matière notamment de contraceptifs et en matière de tout ce qui va déboucher sur, en lien avec l'analyse du génome et la fabrication d'enfants sans défaut. Alors, pas de défaut de sexe, pas de défaut de race, qu'ils soient bien blancs et qu'ils ne soient pas par ailleurs ni trisomiques. Mais derrière la question des maladies héréditaires, il y a vraiment, en tout cas, c'est ça qu'analysait à l'époque ce groupe allemand, il y a vraiment des considérations eugéniques très eugénistes, très problématiques. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande aussi un autre livre, toujours publié dans la même petite collection de Femmes et Changements, un autre livre de Vandana Shiva très intéressant, qui apporte des informations là-dessus, qui s'appelle Éthique et agro-industrie, main basse sur la vie, où elle réfléchit sur le combat pour les semences. Puis vous savez que c'est son cheval de bataille. Et en fait, on voit très bien dans ce livre comment la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, et toute la nouvelle législation sur la protection de soi-disant, de la propriété intellectuelle, en fait, c'est une manière pour les grandes transnationales, notamment de la pétrochimie, et donc de la bio, tout ce que vous voulez, de piller les connaissances sur les graines produites historiquement par des femmes du Sud, en général paysannes, qui ont petit à petit, progressivement sélectionné des graines et tout. Donc c'est un livre très très intéressant et on voit le lien en fait, enfin on peut entrevoir le lien dans ce bouquin entre la question des semences des OGM et toutes les luttes qui s'en sont suivies et la question de l'eugénisme dans les nouvelles technologies reproductives et toutes ces recherches. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de parler et de se rappeler toujours de ces dimensions-là de ce que peut être l'écoféminisme. Il y aura encore énormément de choses à dire, mais le temps passe très très vite. Donc je pense que j'ai parlé un peu des racines de travaux et de luttes des années 70, 80, 90. Je voudrais juste peut-être, pour terminer, dire à quel point vous avez peut-être entendu parler à travers notamment des slogans comme ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, ça fait écho à des luttes très réelles menées depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, en Amérique latine et dans les Caraïbes, notamment par tout un courant qui est connu aujourd'hui comme féminisme communautaire, et c'est comme ça qu'elles se sont appelées, qui sont à la base des femmes autochtones de différentes régions, mais en particulier ça a commencé au Guatemala et en Bolivie, dans des zones où il y avait des transnationales extractivistes, et dans le but de protéger leur territoire, elles ont lutté collectivement, et elles ont aussi développé une réflexion autour de ce qu'elles ont conceptualisé comme la défense simultanée du territoire terre et du territoire corps. Parce que, en réalité, les transnationales, pour pouvoir exploiter plus tranquillement les ressources, elles ont tendance à essayer d'expulser les gens, et pour cela, une des tactiques très souvent utilisées, ce sont les violences sexuelles contre les femmes. Et au Guatemala tout particulièrement, où j'ai fait des recherches, ces violences sexuelles contre les femmes qui sont en général pratiquées donc soit par des milices privées au service des transnationales et ou l'armée et la police, mais en fait les milices privées c'est souvent des anciens policiers et des anciens militaires démobilisés depuis la fin des guerres, etc. Il se trouve que en réalité ces violences sexuelles rejouent des violences sexuelles et des violences sexuelles et racistes contre ces populations autochtones et paysannes qui, par exemple dans le cas du Guatemala, avaient déjà eu lieu pendant la guerre dans les années 80 et qui rejouent encore en plus par là-dessus les violences de la colonisation en fait, puisque la colonisation de ce continent depuis 500 ans passe notamment par des violences sexuelles massives contre les femmes autochtones. Et violences sexuelles, assassinats, grossesse forcée, j'en passe des meilleurs. Donc en fait, il y a une logique, disons, coloniale dans les violences contre les femmes et contre le territoire que le féminisme communautaire de Abya Yala, donc d'Amérique latine et des Caraïbes, porté par ces femmes autochtones, pratiqué et théorisé par ces femmes autochtones, cette continuité des violences coloniales, je pense que c'est vraiment aussi une dimension très importante des réflexions écoféministes. C'est-à-dire, voilà, vraiment, j'essaye de vous donner quelques petits éléments pour penser l'écoféminisme de manière peut-être beaucoup plus large et beaucoup plus globale et beaucoup plus radicale et beaucoup plus profonde et absolument vitale que ce que quelquefois nous donne à voir un regard un peu superficiel autour de
nous nourrissons la vie et nous dansons autour de feu. Bien sûr, c'est chouette de danser autour de feu et tout ça, mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'écoféminisme. Voilà. Et d'autres choses qui sont aussi anticapitalistes et sont aussi antiracistes, en plus d'être féministes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jules. Et du coup, on va faire le débat plutôt à la fin des 3 interventions. Et je passe la parole tout de suite à Si Le Cerf Molpois, qui a fait partie de collectifs d'action Transpédéguine et de justice climatique depuis la COP 21, qui est journaliste indépendant couvrant les luttes sociales et bien d'autres choses, qui est notamment l'auteur des livres Écologie déviante et Edward Carpenter et l'autre nature, et qui poursuit un certain nombre d'autres projets de traduction et d'écriture actuellement. Mais je te laisse en dire plus. Merci beaucoup. Et merci aussi pour l'organisation et la traduction. Si jamais je vais trop vite, je vais essayer de prêter un peu attention. Peut-être dans un geste aussi un peu d'écho à ta propre présentation, je vais aussi me situer un tout petit peu, c'est-à-dire que moi donc comme tu l'as rappelé, Guillaume, je suis pas universitaire. En tout cas, j'ai une formation universitaire, mais en lettres et philo. Et ensuite, ce qui s'est dessiné, ce qui a permis l'écriture du livre, ça a été plutôt des recherches qui se sont tissées au fur et à mesure de mon militantisme. Donc, c'est aussi une méthode d'enquête et d'appréhension du réel qui n'a pas été codifiée, en tout cas de cette manière-là. J'ai pas appris à faire de terrain, donc j'ai beaucoup travaillé à partir d'un ressenti personnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas politique à plein d'endroits, à partir de témoignages, à partir de lectures, et j'emploie le terme un peu de bricolage, en prenant le terme à Lévi-Strauss au début du livre. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à fonctionner, même si, évidemment, ma pratique journalistique, notamment dans le recueil des témoignages, le rapproche à certains endroits beaucoup d'une forme d'enquête de terrain. Donc, je suis un peu dans ces entre-deux-là. Il se trouve que, finalement, moi, en ce moment, peut-être que c'est le fait d'entendre trop le terme queer partout, du coup, je sais plus trop quoi en faire. Mais par contre, je sais qu'il était important à partir et c'est peut-être là-dessus que je vais commencer à ouvrir, de réfléchir à quelle est la place. En tout cas, ça a été un des points de départ un peu pour moi dans aussi mon élaboration militante, mais aussi dans ce projet d'écriture, de quelle place est donnée aux vies constituées comme queer ou minoritaires ou déviantes au sein d'une pensée plus large et d'un militantisme ou d'une lutte pour la défense du vivant. Et donc voilà, c'est plein de gros concepts. Et en tout cas, quelque chose qui m'est apparu assez vite et avant que ça apparaisse sur le plan théorique, d'abord de manière plutôt concrète. C'est-à-dire que j'ai commencé d'abord par m'engager dans des luttes écologistes, entre guillemets, ou en tout cas liées à la justice climatique en amont de la COP 21 en 2014 et 2015, en intégrant des groupes comme Alternatiba, la Coalition 21 à l'époque, qui était en charge de la mobilisation de la société civile. À travers, en fait, c'était une sorte d'association parapluie qui regroupait énormément d'associations différentes, paysannes, anticapitalistes, altermondialistes, attaques, etc. Donc c'était en fait un énorme chapeau, mais qui tissait un petit écosystème où pouvaient se tisser les luttes écologistes, altères, mondialistes en France. Et puis, ce qui était intéressant, évidemment, à partir de ce moment-là, autour de la COP21, c'est que ça a été un moment aussi d'échange avec des associations, des organisations, des collectifs qui venaient de l'étranger et pas uniquement d'Europe. Donc, ça a été un peu un moment comme ça très, très vif et qui, en même temps, moi, à mon échelle de jeune militant qui débutait aussi qui apprenait un peu sur le tas, un endroit où, et je l'ai expliqué de nombreuses fois, l'impression d'avoir à négocier avec
ce que j'étais, moi je me définis en tant alors pas vraiment gay, en tant que PD, parce que je revendique entre guillemets une identité politique. J'avais énormément de mal à trouver ma place dans des espaces d'échange, d'organisation, où se rejouaient à l'intérieur, et je pense principalement à des associations et des collectifs français, des relations de domination, de pouvoir déterminées par la classe, la race, le genre, et aussi la sexualité, ou en tout cas une certaine manière de se positionner, de jouer ou pas l'hétéronorme ou l'hétérosexualité, etc. Et en fait, sans qu'évidemment je théorise comme ça à l'époque, il y a quelque chose, et je pense que le livre est parti d'abord d'un sentiment de frustration et d'une intuition, plus que voilà, d'une théorie fixe. Et quand on parle d'écologie queer, à la différence de l'écoféminisme, qui en fait a une longue histoire militante, théorique, l'écologie queer alors pourrait être d'une certaine manière considérée comme une branche et un prolongement en fait d'une réflexion écoféministe, et c'est parfois comme ça qu'elle s'inscrit dans des espaces académiques, mais elle ne s'est jamais revendiquée comme telle, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a très peu, et voilà, elle a une histoire qui est relativement récente et qui ne s'est que, à ma connaissance, jamais aussi revendiquée comme telle au sein d'une lutte locale, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de personnes considérées comme déviantes, et j'en parlerai ensuite, ou queer, qui n'ont pas défendu des territoires, des visions politiques plus larges qui incluaient la question de leur sexualité. Donc voilà, pour faire le retour un peu sur ce moment de la COP21, donc il y a eu cette frustration, et puis au fur et à mesure des années qui ont suivi, de mes engagements qui ont aussi évolué, qui se sont aussi tournés vers les luttes... je suis en train de cavaler là. Peut-être de lutte transpédéguine ou LGBTQI. Et on pourra peut-être discuter de la différence ensuite si vous en avez envie. En tout cas, je suis progressivement allé vers une recherche, on va dire, plus historique, en m'intéressant aussi au type de discours qui pouvaient être produits, notamment dans des luttes et la théorie écologiste, entre guillemets, française. Je pense à l'époque aussi à quelques références, alors même si je suis pas, encore une fois, je ne suis pas universitaire, je n'ai pas fait une étude exhaustive de l'évolution de la pensée écolo en France, mais disons qu'il y avait quelques textes canoniques, technocritiques, qui étaient à la fois extrêmement importants, mais qui me semblaient extrêmement problématique à de nombreux endroits quand il s'agissait de réfléchir justement aux vies queer ou déviantes. Je pense à des grands penseurs considérés comme des grands penseurs de l'écologie, et qui le sont à juste titre, et aussi militants comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, et à l'utilisation aussi qui a été faite de leur pensée par des groupes plus récents. Alors ça pouvait être par exemple dans une galaxie plus proche de la Manif pour tous, qui en fait, et par cette galaxie, je pense à notamment ce qu'a pu être la revue Limite, même si actuellement elle connaît une sorte de transformation qui personnellement me questionne énormément, mais en tout cas qui était avec autour de Eugénie Bastier, des veilleurs de la Manif pour tous. Donc il y a toute une galaxie réactionnaire de droite, d'inspiration catholique, qui s'est emparée aussi de ces textes autour de la question d'affirmer un certain concept de la naturalité, de ce qui serait naturel et de ce qui ne le serait pas, en fait en écho avec ce qu'on a pu entendre au moment des débats sur le mariage pour tous, et qui de fait exclut on va dire d'une lutte pour la préservation du vivant, toutes celles qui ne rentreraient pas dans ces codes naturels. Donc ça pourrait vouloir dire à la fois, ça peut à la fois désigner les personnes trans, ça peut désigner aussi des pratiques sexuelles non reproductives, ça peut désigner le fait de se marier aussi. Disons que dans cette galaxie-là, c'est tissé autour des années 2013 jusqu'à aujourd'hui des discours extrêmement réactionnaires, extrêmement queerphobes à notre rencontre. Mais ce qui me semblait aussi intéressant, c'était de voir comment en fait ce discours et ce tropisme-là avaient pu et pouvait contaminer aussi des milieux dits ou estampillés de gauche ou altermondialistes. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensuite. En tout cas, du coup, il y avait un endroit de friction et un endroit aussi d'impensé au sein de ces mouvements sur qu'est-ce qu'on entend par nature, qu'est-ce qu'on entend par quelle nature il faudrait préserver.
sous couvert de défendre et de s'attaquer par exemple aux formes d'exploitation capitaliste, ou est-ce que les vies queer LGBTQI se retrouvaient rejetées, et très souvent dans énormément de publications aussi les plus violentes, on a l'impression aussi que les vies LGBTQI se retrouvent rejetées du côté du néolibéralisme, d'une certaine assimilation au capitalisme, où en fait on rentre dans toute une sorte d'héritage et de mythe en fait de la déviance et de la décadence de la modernité, etc. Et donc moi, ça m'intéressait, je le fais vraiment à pas rapide, d'essayer d'aller déplier quelques-uns de ces endroits, de ces endroits, de ces impensés, voire de ces choix stratégiques réactionnaires, pour aussi, du coup, réfléchir à comment nous, on remodifie et comment nous aussi, on s'empare de ces questions technocritiques, comment nous, on s'empare de ces questions écologistes, comment on s'empare de la notion de nature, comment on s'empare de la notion de vivant, notamment. Et donc, puisque finalement, comme je vous le disais, évidemment, l'écoféminisme avait énormément pris en charge ces questions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'aller chercher dans l'histoire et dans la mémoire, et dans des mémoires très souvent minorées et oubliées, c'est quand même cette fragilité et cette quasi-absence, elle est quand même très constitutive aussi des mémoires minorisées. Ça a été d'aller voir s'il n'y avait pas eu d'autres exemples dans l'histoire de nos luttes, dans l'histoire aussi des luttes de libération sexuelle, dans l'histoire des luttes féministes et lesbiennes, s'il y avait eu des exemples à la fois de luttes locales, mais aussi des exemples de théorisation antérieures peut-être aux années 70, aux années 80. Et bon, j'ai tiré les fils qui étaient les miens à l'époque, c'est-à-dire celui d'un jeune PD blanc européen qui n'est pas à l'aise en France au moment et puis qui voilà, était contemporain des luttes contre l'état d'urgence et en est participé aux luttes contre l'état d'urgence en France, contemporain évidemment de Nuit debout, de la réforme de la loi travail et des violences et de la répression policière. Et du coup, j'ai tiré les fils qui m'apparaissaient à l'époque, en l'occurrence quelques fils étant les Radical Fairies, donc les fées radicales dont on pourra peut-être parler, dont je savais qu'il y avait des sanctuaires et des communautés aux États-Unis. J'avais été en contact brièvement avec l'écosexualité d'Annie Sprinkle et Beth Stephens, donc je savais qu'il y avait la possibilité aussi qu'en Californie se tissent des histoires. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai pu partir aux États-Unis, j'ai pu partir en Californie, et j'ai pu commencer à déplier certaines histoires et à remonter finalement jusqu'au 19e siècle en Angleterre et à faire émerger quelques figures. Je suis en train de me dire que je vais peut-être dépasser, du coup je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ce qui a été intéressant, ça a été de voir que évidemment quand on commence à chercher des mémoires et de l'histoire, on en trouve, et que même si c'était finalement assez entre guillemets occidentalo-centré, c'était déterminé aussi parce que je ne comprends que l'anglais. Et que j'avais un bagage matériel voilà, qui ne me permettait pas de voyager énormément, et puis aussi mes propres biais à l'époque. Donc voilà, certaines histoires ont pu émerger, certaines figures. Je pense à Edward Carpenter, sur lequel j'ai pu déjà commencer à travailler et écrire un premier livre, qui est un penseur écosocialiste, que je qualifie d'écosocialiste, mais qui a d'abord été socialiste, mais qui a été aussi un allié d'énormément de luttes, un soutien de beaucoup de luttes à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, qui s'est défini comme uranisme et qui, moi, j'aurais tendance à définir comme chercher à réfléchir à qu'est-ce que ça voudrait dire un uranisme révolutionnaire, ou en tout cas un sujet, alors on pourrait le dire de manière plus contemporaine, un sujet queer. Alors uranisme, c'est un terme qui a été utilisé à la fin du 19e siècle pour qualifier ce qu'aujourd'hui on pourrait un peu rétrospectivement enfin alors les membres du sexe intermédiaire, mais en fait au sein de cette catégorie et de ce que Edward Carpenter définissait comme classe, ça en fait convoque une extrême diversité de rapport au genre, de rapport à la sexualité. En tout cas, ce qui me semblait intéressant avec Carpenter, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui s'inscrit dans des luttes critiques contre le capitalisme, l'industrialisation,
avec un apport fortement marxiste, qui a été un soutien de lutte féministe, anti-impérialiste, mais qui a été quelqu'un aussi qui a pratiqué un mode de vie qu'on qualifierait aujourd'hui de décroissant. Il appelait ça simplification de la vie, et qui a expérimenté dans le nord de l'Angleterre une vie qui a pu être un peu qualifiée de socialisme utopique, mais en prenant vraiment en charge la question de la sexualité, la question de la dissidence de genre ou de la non-binarité aussi, avec ses propres lunettes d'intello quand même bourgeois victorien, donc avec énormément de biais qui serait qu'il est toujours important de questionner, mais voilà, il figurait une des personnes, et puis qui me semblait intéressante dans cette histoire, et puis à sa suite en fait sont apparues énormément d'autres personnes qui se revendiquaient d'ailleurs souvent de s'inscrire dans la continuité de ses recherches. Je pense à Harry Hay, qui a été l'un des cofondateurs des Radical Faeries, mais aussi du premier mouvement homophile aux États-Unis. Je pense à Carl Whitman, qui a été un militant important au sein de la nouvelle gauche américaine. On a en fait souvent aussi toutes les figures que je cite, c'est aussi des trajectoires. Alors, gays ou masculines, qui s'inscrivent aussi dans tout un courant de la gauche radicale, et c'est peut-être pour ça qu'elle m'intéressait autant, se sont aussi battus pour essayer de trouver leur espace au sein d'un mouvement radical dans lequel on leur laissait très peu de place, et qui se confrontait à l'homophobie aussi au sein de ces espaces. Et elles étaient aussi d'autant plus intéressantes que chacune, à leur manière, se sont aussi intéressées à comment on crée des communautés différentes, comment on questionne, comment on articule la question de la libération sexuelle à la question de la critique de l'assimilationnisme à des formes de domination, d'exploitation, souvent avec évidemment une sensibilité aux questions de l'antiracisme politique notamment. Carl Whitman a été extrêmement imprégné par exemple du mouvement pour des droits civiques. Il s'inscrit en fait dans toute une génération, et ça c'est encore une autre histoire du GLF des années 70, où en fait on n'est pas seulement sur les questions d'accès aux droits, même si voilà, ça fait partie d'un angle de lutte, mais en fait on est à un moment de bouillonnement où en fait coexistent en même temps énormément de revendications qui essayent de s'articuler plus ou moins ensemble, avec plus ou moins d'échecs et de réussites. Mais en tout cas, ces histoires-là des années 70 m'intéressent énormément parce qu'elles me semblent s'inscrire à un endroit, sinon intersectionnel, de recherche de cohérence et d'alliance et de coalition. Et il me semble que c'est ce que j'essaye de réfléchir au sein de ce terme un peu valise d'écologie déviante. C'est aussi ces moments où se coalisent, où s'allient des perspectives minoritaires les unes aux autres, ou en tout cas tentent de le faire. Et il me semble que là-dessus, on est riche d'une histoire. J'ai pas parlé des communautés lesbiennes dans l'Oregon, notamment aussi dans les années 70, qui rentrent en écho aussi avec des communautés gays qui se sont créées, avec moins de succès en général et peut-être moins de pérennité. Il y a aussi toute une histoire d'un mouvement collectif de retour à la Terre qui aussi raconte d'autres manières de chercher un autre rapport au vivant, d'essayer d'échapper aussi à des logiques d'écrasement, de prédation, d'exploitation, et d'échapper aussi à une forme d'assimilation et de digestion au sein d'une certaine forme de modernité capitaliste. Voilà, et donc, il y aurait plein d'autres personnes à mettre en avant, évidemment, et encore une fois, mon parcours est évidemment biaisé par mes propres intérêts, mes propres effets de désir, les rencontres, le hasard aussi des rencontres, et les moyens matériels, évidemment. Et puis peut-être sur un dernier temps, rapidement, ce qui m'intéressait aussi, c'était à la fois d'engager un travail un peu historique et mémoriel, de tirer les fils d'histoire que je continue à faire. En ce moment, je travaille plus sur Carl Whitman, qui m'intéresse beaucoup, et Edward Carpenter, mais c'était aussi de poser la question de comment on s'inscrit aujourd'hui, puisqu'il y avait eu cette frustration un peu initiale d'il y a quelques années, comment on repense aujourd'hui ces intersections, ces complicités, pour reprendre un terme que emploie Juliette Rousseau notamment, comment on repense ces coalitions militantes qui ne sont jamais évidentes et qui ne sont absolument pas indonnées, comment aussi on réfléchit avec, parce qu'en fait
bon, je suis en train de partir dans autre chose, donc donc voilà, à force de me poser ces questions-là, en continuant aussi moi-même à, à essayer d'agir dans les années qui ont précédé en tant que militant au sein de différentes luttes et en faisant un peu un zigzag en permanence entre différents espaces de lutte, il y a quand même plusieurs exemples contemporains qui ont en tout cas qui sont ceux que moi j'ai pu rencontrer. Je pense par exemple aux Pink Blocs qui se sont visibilisés particulièrement au cours des dernières années dans différentes manifestations, mais qui ont aussi toute une histoire depuis les années 90 qui me semble très intéressante. Je pense à ce qui peut se passer aussi en ce moment autour des camps climat, où en fait ces questions de minorité, ces questions aussi de coalition et d'alliance en fait se jouent de plus en plus, et la visibilité aussi des enjeux portés par chaque groupe déterminé socialement, elle est de plus en plus présente. Donc, par exemple, en Belgique, voilà, depuis plusieurs années, il y a ce camp climat qui a pu donner de plus en plus de place aux questions décoloniales, aux questions queer, aux questions féministes. Et puis, je vois bien que depuis là, quelques années, en fait, ces discussions commencent à émerger de plus en plus puissamment, que ce soit aussi dans des espaces universitaires, mais aussi dans des espaces militants. Et puis, je suis évidemment intéressé par ce qui se joue, et là, ça sera plus, voilà, parce que j'imagine, tu auras beaucoup de choses à nous dire là-dessus, par, on va dire, la floraison et l'effervescence en ce moment autour des communautés queer rurales. Bien que je n'ai pas envie de penser l'écologie uniquement depuis la ruralité, et je pense que c'était peut-être un peu un tropisme que j'ai eu tendance au départ d'aller toujours dans ce truc de fantasme de retour à la nature. Il me semble quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement politique et d'intéressant qui se joue aussi dans ces espaces-là. Et je pense évidemment, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus maintenant, je pense aussi dans des pays des Suds, à la manière dont, si on cherche à sortir un tout petit peu du prisme occidental LGBTQI, dont se rejouent les questions aussi de libération de la sexualité, et dont la place de personnes, alors soit non-binaires, soit non-hétéros, soit LGBTQI quand elles se revendiquent comme telles, voilà, quelle place est faite aussi au sein de mouvements, par exemple, je pense à l'exemple du mouvement Sans Terre, où depuis quelques années, en fait, un collectif LGBTQI s'associe aussi au mouvement féministe, et où en fait se rejoue aussi dans d'autres espaces de lutte que je connais moins et auxquels j'ai moins accès, aussi du fait de la barrière de la langue pour le moment et géographique, mais qui m'intéresse énormément. Et voilà. Et puis peut-être clore sur la question de la technocritique, en fait aussi, parce que je suis très intéressé par le fait d'avoir constaté que à la fois les LGBTQI, ou en tout cas certaines vies queer, se retrouvaient constamment rejetées du côté d'une forme de technologie ou de transhumanisme débridé. Et il me semble vraiment intéressant de repartir de nos propres expériences pour produire malgré tout une technocritique qui est nécessaire aujourd'hui. Et il me semble que là, il y a un travail aussi qui est intéressant. On a brièvement évoqué les technologies de reproduction et de procréation. Il me semble que là, il y a des vraies discussions qu'on doit pouvoir mener aussi entre nous, aussi sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire lutter contre l'exploitation des corps, voilà, au sein d'une technologie de reproduction, en fonction aussi des perspectives coloniales, antiracistes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de s'attacher de plus en plus à certaines formes de technologies numériques sur lesquelles, en fait, qui sont parfois nécessaires aux solidarités communautaires et LGBTQI. Comment on fait, alors qu'on sollicite de plus en plus le numérique, que le métaverse, les réseaux sociaux, etc., nous offrent des plateformes de solidarité, d'entraide, et en fait participent aussi d'une rupture de l'isolement d'un certain nombre de personnes queer, pour énormément de personnes queer. Comment on fait pour articuler des vulnérabilités, des nécessités et des besoins communautaires et minoritaires, pas forcément en tout cas des besoins spécifiques, à un certain type aussi d'exigence de décroissance, ou en tout cas voilà, comment on restructure des infrastructures numériques qui en fait d'abord sont basées sur de l'exploitation, de la destruction et de la domination. Et il me semble que là, il y a aussi plein d'exemples et il y a plein de choses qui se passent, que ce soit sur les questions numériques, sur les questions du soin,
Voilà. Bon, sur les questions du médicament, en fait, des laboratoires, etc., il me semble que là aussi, il y a des exemples qui sont riches de communautés transféministes qui inventent d'autres manières qui essaient de réfléchir à d'autres manières de produire des hormones, de communautés transféministes d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la même, qui réfléchit à des serveurs autonomes, d'autres manières d'utiliser Internet. Voilà, et je pense qu'il y a des choses aussi... En fait, la question à la fois des vulnérabilités spécifiques des personnes et des groupes sociaux me semble aussi éminemment importante euh, à apporter au sein des discours écologistes actuels et de la technocritique pour éviter qu'on en soit constamment exclu ou que nos perspectives ne soient pas prises en compte. Il me semble que de toute façon, ça c'est le combat d'énormément de groupes minoritaires ou minorisés, qui est celui de ne pas en fait, se voir confisquer la parole et de se voir confisquer les endroits où en fait on ne peut pas prétendre à des formes de pureté qui sont en fait de pureté écolo, de pureté environnementale, qui sont en fait extrêmement indexées en fait sur le privilège de quelques-uns. Oui, bah, je vais... ouais, je vais m'arrêter là. Mais voilà, si j'ai pas été clair, on peut rentrer dans le vif du sujet au moment des questions. Merci beaucoup. Et je passe donc la parole à Bénédicte Gatter, qui est doctorante en études de genre et philosophie sociale et politique à l'Université de Paris 8, qui est engagée dans un travail de thèse sur les écologies et les ruralités queer, ce qui l'amène à un travail de terrain en philosophie entre la France et les États-Unis. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venus. Et tout d'abord, je tenais également à remercier la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1, Marthe en particulier, et le comité d'organisation de la Fête de la Science, donc de m'avoir invitée. Et je me réjouis de la discussion qui a lieu aujourd'hui entre nous trois et qui peut nous amener à penser ensemble à un commun des luttes féministes, TPG et écologistes. Sans surprise, il va y avoir beaucoup d'effets de caisse de résonance et d'écho avec ce qui a été dit des deux précédentes communications. Penser ensemble un commun de ces luttes-là, féministes, TPG, LGBTQI+, et écologistes, en somme, c'est penser une lutte proprement écoféministe. Donc ça, c'est le point de vue que j'avance, puisque pour reprendre le mot de celle qui est à l'origine du terme, Françoise d'Aubonne, qu'on a évoqué tout à l'heure, pour l'écoféminisme, je cite, « Toutes les luttes ne font qu'une ». Donc ça, c'est ce qu'on peut lire dans « Écologie et féminisme, révolution ou mutation », qui est un de ces trois bouquins. Donc on a évoqué tout à l'heure « Le féminisme ou la mort », qui est un de ces trois bouquins qui lui a permis vraiment de construire sa pensée écoféministe, pour ensuite, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de Françoise d'Aubonne, mais pour ensuite aussi créer son propre groupe d'action directe. Donc ça revient aussi à rappeler ce qu'a fait Jules, c'est-à-dire les racines radicales de l'écoféminisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça a été dit, mais ça peut être évidemment récupéré par un imaginaire néolibéral. On le voit beaucoup, et par ailleurs une forme d'institutionnalisation au sein de l'académie. Donc rappelons quand même que Françoise d'Aubonne a posé une bombe à Fessenheim, c'est le grand fait d'armes. Voilà, on parlera de féminisme et d'antinucléaire également. Donc tout à fait dans la continuité des interventions précédentes, je vais tenter moi de vous exposer pour ma part les articulations qui peuvent se faire entre politique queer et politique écologiste aujourd'hui en France. Donc vraiment je vais parler de choses très actuelles. Puisque je vais parler de contextes et situations évoquées, enfin, ce qui sera évoqué, ça date de l'année 2019 jusqu'à littéralement cet été. Donc voilà, nous allons évoquer des choses très récentes après avoir aussi parlé des luttes des années 80 et 90. C'est tout à fait dans ce prolongement. Donc le titre définitif de mon intervention, finalement, ça a un petit peu changé, je crois, depuis nos échanges mails. C'est de Bure à Lure, ou quand des militants queer et écolos empruntent les mêmes chemins. Et ça me vient d'une anecdote dont j'ai été témoin au mois de juillet dernier. Donc je me trouvais à Folter, sanctuaire des faits radicales en France. Et parce qu'il y en a plusieurs maintenant en Europe, il y en a en Espagne aussi. Je rappelle un petit peu ce qu'a dit c'est un mouvement gay au départ qui vient des États-Unis,
de Californie et qui s'appelait donc les Radical Feminists et qui ensuite s'est exporté également en Europe. Et donc au bout de quelques jours de ce rassemblement où j'étais, une copine nous rejoint, elle vient de Bure et débarque donc après avoir fait du stop, elle se dit plutôt désespérée de l'humanité. Voilà, la transphobie est une réalité, jusqu'à nous retrouver dans ce petit coin de paradis en Franche-Comté. Et plus tard, en écoutant un reportage sur le camp des Rayonnantes à Bure, donc, que je vais évoquer plus longuement après, j'ai reconnu la voix d'une autre fée avec qui j'ai pu partager du care et des discussions à Voltaire. Donc je me dis alors que oui, des convergences concrètes existent, et elles existent, j'ai envie de dire, du fait que nous existons, c'est-à-dire qu'en tant que personnes queer, nous faisons partie de ces luttes. En réalité, je reprends encore des choses qui ont été évoquées. Cela semble avoir été le cas depuis longtemps, comme lorsqu'on regarde les vidéos d'archives du camp de Greenham Common au Royaume-Uni. Donc la lutte a été expliquée tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui semble au demeurant avoir changé ces dernières années, c'est la visibilité des personnes queer et de ces identités-là acquises au sein de ces luttes. Nous verrons ensemble comment les analyses queer redynamisent ces mouvements, quels seraient leurs apports, leur rapport aux luttes écologistes, qu'est-ce qu'il aurait de spécifique cet apport, et ce au travers de cas, donc vous l'avez compris, très concrets. Donc ça c'est un peu pour planter le décor, ça se passe aux États-Unis, mais on ne va pas parler des États-Unis, mais c'est pour vous donner un peu, vraiment pour planter le décor. Donc pour ce faire, je vais vous présenter différents espaces de lutte que j'ai pu découvrir et explorer récemment. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur le cas des bombes atomiques qui ont permis de redynamiser la lutte anti-nuc en France, et pour une première partie que j'ai nommée « Féminisme et anti-nucléaire ». Nous allons voir avec ce premier exemple comment, d'un côté, des luttes écologistes plus anciennes, puisque le nucléaire, les luttes contre le nucléaire datent du plan Mesmer en France de 1974, se renouvellent à l'aune des mouvements queer qui, d'un autre côté, acquièrent une nouvelle visibilité au sein de ces luttes. Pour définir ce que sont les bombes atomiques, donc je vais beaucoup me faire le porte-voix, la porte-parole de beaucoup d'autres voix. Si l'on écoute l'une des fondatrices, il s'agit, donc je vais beaucoup citer, il s'agit d'un collectif féministe intersectionnel qui est venu redynamiser le mouvement depuis 2018. C'est elle-même comme ça qu'elle définit le mouvement des bombes atomiques. Il a entre autres été à l'origine de l'organisation du festival Les Rayonnantes, camp autogéré antinucléaire qui s'est tenu en août 2021 à 6 km de Bure, dans l'ancienne gare de Luméville, et ça, on y reviendra. Pour recontextualiser ce que représente Bure, pour tout le monde qui n'est peut-être pas au fait de toutes les luttes antinucléaires, c'est un camp de résistance antinucléaire dans la Meuse qui date de plus de 25 ans, avec notamment l'occupation du Bois-le-Juc, qui a été une forêt occupée pendant 1 an et demi. C'est un camp en lutte en particulier contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs CIGEO, donc le projet CIGEO, qui concerne des déchets dits de haute activité, je cite l'ANDRA, qui est le grand organisme du nucléaire en France, dits de haute activité et de moyenne activité à vie longue, se caractérisant par leur durée de vie longue, plusieurs centaines de milliers d'années, et leur activité élevée. Fin de la citation, donc de l'ANDRA elle-même. Il s'agit d'une lutte dure qui a fait l'objet d'une très forte répression, avec les procès notamment pour association de malfaiteurs qu'on a pu suivre, donc qui était début juin 2021. Ce qui est Ah oui, vous me dites si je vais trop vite, j'ai tendance à aller trop vite. Pardon, je vais un peu aller moins vite et je m'excuse, j'ai été emportée. Et je cite ce qui est défini comme la matrice des rayonnantes par l'une de ses participantes, correspond à l'événement en mai 2019 d'un week-end de mobilisation qui s'est articulé autour de l'organisation d'une déambulation festive qui venait précisément, je cite encore une des participantes, après une marche très très traumatisante où un militant antinucléaire donc avait perdu son pied. C'est à ce moment-là et grâce à ces nouvelles énergies portées par une majorité de personnes queer, c'est tout l'intérêt de la chose pour nous, que la lutte s'est reconstruite après la répression, alors qu'il y avait volonté d'abandonner la Maison de la Résistance, lieu emblématique de la lutte à Bure. Avec, je cite, l'idée qu'il n'y avait plus rien à faire, que la répression était trop forte. Donc ce rassemblement qui s'est tenu en mai 2019 s'est déroulé en mixité choisie MINT, donc meufs, intersexes, non-binaires et trans. Dans le texte d'invitation à l'événement, le collectif organisateur, les bombes atomiques, donc affirme ainsi, je lis une partie de l'appel,
Nous marchons afin de défendre un monde qui ne détruit pas le vivant et qui s'affranchit des rapports de domination. Nous portons cette mixité choisie avec colère et détermination face aux privilèges masculins qui perdurent dans les milieux militants comme ailleurs. En réponse, nous aspirons à inventer des moments et des luttes créatives, amusantes, émancipatrices, tout en étant attentifs aux multiples rapports de domination qui nous traversent, cherchant à les dépasser et les combattre dans nos pratiques et nos lieux de vie. Donc on dirait vraiment une définition de l'écoféminisme. Le ton était donné et changera à jamais le visage de la lutte à Bure. Le résultat se fait un week-end d'ateliers, de formations, de débats autour du nucléaire dans la région et dans le monde, de l'écoféminisme, mais aussi de spectacles et de concerts, donc événement clôturé par une marche carnavalesque contre l'abominable, voilà, qu'on peut voir ici, dont on peut voir des photos en direction du laboratoire de l'Andra. Donc on reconnaît aussi toutes les marionnettes et ces moyens de lutte tout à fait particuliers à l'écoféminisme. On évoquait les années 80, Three Mile Islands, et il y a eu ce type de marionnette qui a été fabriqué aussi. En toute fin, le week-end s'est conclu autour d'un feu de joie avec des danses, ce qui a nettement changé l'ambiance et renouvelé les énergies. C'était vraiment un moment incroyable, raconte une participante, et vraiment puissant. Je cite toujours, un week-end marqué par une certaine ambiance et le soin collectif, qu'on a parlé de soin aussi, qu'on avait les uns les unes pour les autres. Autre point, je cite toujours, il a amené aussi des copaines féministes qui n'étaient pas du tout au fait des questions anti-nuc et qui sont reparties vraiment avec l'idée que l'antinucléaire était une cause importante. Avec l'idée aussi d'apporter la dynamique anti-nuc dans des espaces féministes. Cette mobilisation fut suivie d'une autre du 24 février au 1er mars 2020. Alors que la lutte antinucléaire est un mouvement souvent réputé sérieux, plutôt viriliste, la diversité des positionnements s'y fait de plus en plus jour et également l'implication des personnes queer. Au-delà des paillettes et du soin, je caricature, apporté depuis 2017-2018 déjà, puisqu'il y a eu des incursions de fait, nous y reviendrons. Ces personnes queer arrivent aussi avec, je cite toujours une des participantes, leur vécu et leurs analyses politiques. Donc ça, ensuite, donc ça c'est une première mobilisation, il y a eu le rassemblement des rayonnants du 16 au 26 août 2021. Ce sont 10 jours d'ateliers, de débats, de soirées et de mobilisation. La manifestation se fonde sur des principes d'inclusivité, de soins, d'écoute, on n'est pas encore à Voltaire, et qui sont mis en avant pour la première fois à Bure et dans ce type d'espace antinucléaire en France. Prenant en compte et prenant vraiment au sérieux le principe d'intersectionnalité, ou plus précisément de décolonialité, c'est un terme que je préfère si l'on adopte le point de vue notamment de la philosophe Maria Lugones, donc si on prend ce point de vue, plusieurs mixités ont été mises en place pendant les rayonnantes. Elles se traduisent par la mise en œuvre d'espaces définis au sein du camp. Je cite un militant antiraciste et écologiste, des espaces aussi où l'on peut se reposer. Les rayonnantes a permis aussi d'ouvrir un espace de discussion sur la part coloniale du nucléaire, avec les essais dans les atolls du Pacifique en Algérie de 1960 à 1966. Et je cite toujours le même militant antiraciste, des choses qui n'étaient pas forcément posées ici avant. Et la manifestation aboutit notamment à la réalisation d'une fresque « Décolonisons les luttes anti-nuc » au camp de Bure. Donc je vais un peu zapper, je pense, la partie sur comment on peut penser le queer comme un matérialisme et plutôt revenir à qu'est-ce qui a été apporté réellement à Bure par ces militants qui étaient au croisement de plusieurs luttes. Ce rassemblement, donc au départ, je vais essayer d'aller un peu vite, c'est pour ça. Oui, ces personnes ont insufflé une nouvelle dynamique à Bure et ont la particularité de ne pas venir du militantisme nucléaire classique. Celles qui rejoignent les bombes atomiques pour le premier rassemblement venaient plutôt du militantisme queer et féministe. Donc un petit peu à l'inverse de la trajectoire dont on parlait ici pour le coup. Ce rassemblement, qui se définissait donc comme écoféministe, est devenu un rassemblement qui s'est apparenté à l'écologie queer, parce que tout simplement, raconte l'une des participantes, il y avait énormément de personnes queer, et c'est parce qu'on était queer et qu'on était là que c'est des sujets qui ont émergé et qui ont continué de nous habiter, sans qu'ils soient à l'ordre du jour, précise-t-elle. Elle ajoute, en fait, on était plein de personnes non-binaires, plein de personnes gwyn, plein de personnes pas hétéras.
Pareil, je vais peut-être pas tout dire et je vais plutôt résumer ce qui en est ressorti. Donc, comme le note une des participantes des Rayonnantes, depuis que les bombes atomiques ont organisé en 2019 puis en 2020 ces rassemblements antinucléaires et féministes en Meuse, en mixité choisie, sans hommes cisgenres, la lutte contre le projet CIGEO à Bure, ou ne se rattachant pas au patriarcat, la lutte contre le projet CIGEO à Bure s'est enrichie de nouveaux et nouvelles militants et militantes. Donc, en plus d'un renouvellement des pratiques, on constate donc le renouvellement également des forces vives de la lutte. Je cite l'une des participantes, les bombes atomiques, finalement, c'est plus une dynamique, une nouvelle dynamique qui a permis de redynamiser la lutte d'ailleurs, c'est plus une dynamique qu'un collectif en soi. Donc là, j'étais un petit peu longue sur les bombes atomiques, mais il y a plein de choses à en dire. Je me suis plongée aussi sur les luttes antinucléaires en France par la même occasion. Et je vais être un peu plus rapide sur les 2 exemples suivants qui vont nous occuper et qui rejoignent un petit peu ce dont on parlait ici, la nécessité de aussi se créer des espaces et des lieux de vie en ruralité. Donc ça, ce sont 2 espaces dans lesquels j'ai pu me rendre cet été. Et j'ai intitulé donc, cette petite partie sur Voltaire, le sanctuaire des faits radicales, comme donc Voltaire, une cure géographique. Et pour ça, Et pour ça, je reprends une expression de Jan Zita Grover, qui est autrice de North and Off, pour désigner ce lieu qui peut se définir donc comme un sanctuaire de faits français. Grover est, en réalité, j'ai appris à la connaître par Catriona Sandilands. Catriona Sandilands, si pourrait tout à fait me compléter, est chercheuse canadienne à l'Université de York et pionnière de l'écologie queer. Elle a d'ailleurs été l'une des premières à utiliser ce terme qu'elle a en partie forgé. Elle cite Grover dans un chapitre qui s'intitule Melancholy Natures, Queer Ecologies, Nature mélancolique, écologie queer, de l'ouvrage qu'elle a par ailleurs dirigé, Queer Ecologies, Sex, Nature, Politics and Desire, et qui a paru en 2010. C'est une aide-soignante qui a beaucoup œuvré auprès de la communauté gay durant les années SIDA. Tout comme Grover décrit les forêts du nord du Wisconsin tel, je cite, un défi inattendu, une discipline spirituelle, quelque chose de plus subtil encore, elle dit, qu'une cure géographique, on pourrait de même décrire Voltaire, pour moi, ça fait totalement écho à ce que j'ai vécu. Il ne s'agit pas non seulement, je cite Si également, qui a écrit un chapitre qui s'appelle Nos refuges dans l'écologie déviante. Et il ne s'agit pas là d'un refuge pour soi à la Walden, mais de ce qui devient une forme de philosophie et de pratique de vie. Car en effet, en participant à un rassemblement de ce type, l'année se découpe en plusieurs gatherings, à Voltaire, j'ai pu constater à quel point, avec les cercles du cœur quotidien, avec les exigences d'une vie en communauté en pleine forêt, combien ce type d'expérience nous met face à nos responsabilités envers les autres et envers soi-même. Ce genre d'expérience prend aussi une dimension psychique et spirituelle qu'on peut amener après, par ailleurs, dans les luttes. La nature, c'est aussi un endroit où on n'est pas jugé, la nature avec des gros guillemets, bien sûr, et on échappe aux regards jugeants qu'on peut avoir en ville. Donc, je cite une militante de Bure, on peut y trouver des alliés non humains, et pour certains, c'est aussi un endroit de la déviance sexuelle, je cite toujours. Voltaire est en effet ce lieu de liberté où l'on peut danser en marin ou en drague, nu ou habillé, pailleté ou couvert de la tête aux pieds, costumé ou non. J'aurai toujours par ailleurs cette image de l'un d'entre nous, au moment d'un rituel de purification et de deuil autour du lac avoisinant, avançant à pieds joints en costume de peluche rose tracée. Pourtant, il n'y avait rien de ridicule à son allure de sirène un peu gauche, et comme on se le dit souvent entre fées, on se sent vu et écouté malgré tout dans ces situations parfois difficiles, ou qui nous exposent à des sentiments parfois durs. Pour beaucoup, comme ça a été mon cas, c'est aussi un lieu d'exploration de son identité, notamment de genre, puisque l'on change de prénom, on se trouve un nom de fée à son arrivée, qu'on peut changer d'ailleurs au fil des jours, même au cours de la journée, et on peut expérimenter un nouveau pronom. Plusieurs m'ont raconté, ça a été mon cas également, que c'était la première fois qu'elle le faisait, et elle le faisait précisément dans cet espace-là. Donc j'évoquais ce rituel de purification et de deuil, il y a eu beaucoup de rituels autour du deuil, un cercle du cœur autour du deuil, un enterrement par l'une des fées qu'elle a elle-même demandé. Donc on a tous aidé et tous aidé à franchir cette étape ensemble pour mieux participer à sa renaissance ensuite. Et aussi, donc, il y a eu ce rituel de purification autour du lac qui s'est fini
en fête très joyeuse. Alors, je crois qu'il n'y a plus de... Ah oui, c'est Voltaire. Ah oui, bah voilà, on va faire un petit diapo Voltaire et je vais peut-être pas non plus trop m'attarder. Donc, vous voyez, c'est un peu le genre d'image magique qu'on peut recueillir là-bas, des tutus et Audre Lorde, qui n'était pas encore traduite à ce moment. Donc voilà, il y a eu beaucoup de blessures cet été, on a eu plein de maladies, plein de choses se sont passées chez les fées, ça a été un peu compliqué. Vous voyez, une main blessée, mais qui continue à faire des bouquets d'une des fées. Ça, c'est le bureau, j'y ai passé beaucoup de temps ici. Ça, c'est un petit hôtel aussi. Donc l'image du papillon est tout le temps très présente, hein, celui de la transformation, de la métamorphose. Et là, on a une image qui nous rappelle aussi les réseaux et les communautés qu'on peut créer dans différents espaces, sans se cantonner non plus à un espace spécifique. Donc peut-être qu'au moment de la discussion, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, on pourra reparler de cette expérience queer qui est aussi à voir avec la question du deuil, de tous les deuils qu'on a pu faire aussi, et des mémoires communautaires qui se sont créées autour de ça. Butler en parle très bien également, et Sandilands la reprend dans ce sens depuis les années 80 et les années SIDA. Je vais juste citer Sandilands sur cette question, qui insiste sur l'expérience queer, qui reviendrait à être, donc je la cite, « blessée dans un monde de blessures, offrant un regard aigu sur les pertes historiques multiples et quotidiennes qui les entourent dans le monde naturel. » Elle y perçoit cette faculté d'habiter le monde naturel en ayant été transformée par l'expérience de sa perte. Et c'est quelque chose que j'ai pu aussi voir et ressentir en étant à Voltaire et en vivant ces expériences de deuil collectif. Bon, c'est un peu pompeux, c'est le philosophe, intersection des luttes et milieux de vie. Donc c'est pour montrer un peu comment un lieu comme les Sylvestres, donc qui est situé dans la vallée de l'Aude, peut être un endroit où on réfléchit à plusieurs oppressions, à plusieurs luttes ensemble. Sur les réseaux sociaux, par exemple, pour vous tirer à grands traits le portrait des Sylvestres, donc c'est un lieu qui se présente comme une maison queer rurale ou un rural queer space. Donc là aussi, on va un petit peu, ça va être un peu le diaporama de mes vacances, quoi. Et vous avez le chat de la maison. Je me souviens plus de son nom, mais il y en avait 3, donc je me suis oubliée. Je me souviens que de Christelle, qui était le chat noir. Et donc, il y a plusieurs espaces dans ce lieu, avec une maison collective, un camping et un gîte. Donc nous, on a participé, par exemple, avec d'autres copines écoféministes et d'autres copains écoféministes, à améliorer la vie du lieu, par exemple, en participant aux travaux pour le gîte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et on peut y passer. Tout le monde est bienvenu et donner un coup de main. Donc il y a aussi beaucoup de circulation, c'est pour aussi montrer ça. Là, je parle beaucoup d'exemples concrets, mais on peut en tirer aussi plein de questionnements et de réflexions pour nos luttes. C'est un lieu donc fréquenté quasi exclusivement par des personnes queer, hein, bien qu'un panneau soit tout à fait accueillant pour les personnes qui ne sont pas queer. Hein. Et donc, c'est le panneau de l'entrée de la pièce salon-bibliothèque qui porte la mention hétéro-friendly. C'est un espace qui se définit comme antispéciste, avec également dans la charte la recommandation de respecter les autres habitants du Moulin du Trou. C'est le lieu dit dans l'Aude. C'est-à-dire, je cite toujours, tous les animaux non humains. Et effectivement, on vivait avec Lola qui s'est échappée. C'est une poule qui a pris ses vacances. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, peut-être c'est grave. Lilo et son veau, et 15 ânes environ, puisqu'il y avait un élevage avant, et que cet endroit a été donné par une dame assez âgée à l'association qui n'est portée que par 2 personnes, pour le moment, 2 personnes qui sont trans et non-binaires. On voit ici donc que lutte antispéciste et lutte queer, par exemple, peuvent se rejoindre dans un lieu très spécifique. Je vais aussi essayer j'ai vraiment peur d'être trop longue. Pour cette question aussi de faire communauté, je vais citer une autre militante de Bure, et il me semble que ça fait écho à tout ce qui est dit et à cette question aussi des trajectoires et de comment on peut se retrouver à certains endroits. Et puis, quand on est queer, je cite cette personne, on ne s'arrête pas d'être queer. On est queer tout le temps, et donc on est aussi écolo. Et on pourrait ajouter à cela vegan, antiraciste, et la liste est à décliner à l'infini des oppressions. Évidemment, là, je parle de milieux militants où l'identité queer est revendiquée comme une identité politique.
Je cite toujours une participante de Bure, c'est important de penser des réseaux de solidarité en lien avec ce truc quand même le monde est en train de se casser la figure et comment on se soutient les autres, on fait communauté. Cette nécessité de faire communauté face à l'urgence climatique est quelque chose que l'on retrouve beaucoup, puisque les personnes, dans les discours des personnes queer, parce qu'elles sont particulièrement concernées par la précarité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on se penche sur les réseaux queer ruraux aux États-Unis. Comme le raconte l'une des personnes rencontrées, on ne se reconnaît pas dans ces narrations de retour à la nature solipsiste avec l'idée d'autosuffisance dans une perspective individualiste, alors que ça, c'est la particularité de la perspective queer. Quand on est queer, il y a cette dimension communautaire du queer qui fait qu'on pense l'habiter de manière collective. Donc ça va faire tout à fait écho à ce qu'a dit, si j'ai le droit encore 5 minutes. Donc la dernière partie qui est aussi une conclusion et qui va aller vers une redéfinition de la nature. Donc on parlait d'actualiser notre regard sur nos environnements naturels. C'était un peu un fil rouge, je crois, de la fête de la science. Et donc je vais essayer de parler un petit peu de choses très théorie queer et de voir comment aussi nos vécus, nos expériences, nos pratiques et nos façons de penser permettent de compliquer en fait ce qu'on entend par nature, voire à le gommer, voire je reprends encore ici, à y mettre vraiment de l'impureté et quelque chose de peut-être inconfortable. Et c'est bien tout l'enjeu d'essayer de vivre avec cet inconfort. De toute façon, c'est un peu le background de nos sociétés aujourd'hui. Donc, pour paraphraser Sandilands, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les écologies queer vont de pair avec un refus des lectures dominantes de la nature, ce qui en fait proprement, je cite ici, des écologies déviantes. Les analyses politiques queer, par ailleurs, en y apportant une forme de complexité, conduisent à une redéfinition de l'écologie ou l'environnementalisme, donc des luttes mêmes, comme dans le récent article de Nicholas Tyler Reich, Truck Sluts, Petrosexual Countrysides and Trashy Environmentalisms, qui est, alors là on était toujours au Sylvestre, je vous fais rêver un petit peu, donc ça c'était nos amis les ânes. Et là on passe à tout à fait autre chose. Le titre de cet article n'a pas encore été traduit en français, il vient de paraître, pourrait être traduit par approximativement, donc je traduis, salope de camionneuse, ruralité pétrosexuelle, dans le sens de Preciado, et environnementalisme trash. Une vision de l'écologie donc impure et radicalement éloignée, de manière parfois troublante, des habituels discours sur la préservation de la nature. On sait qu'il y a tout voilà, deux camps qui s'affrontent notamment en Amérique du Nord entre préservationnisme et conservationnisme. On ne va pas revenir là-dessus sur l'éthique environnementale. Car en effet, mais on pourra en parler après, car en effet, comme le note Sandilands, des auteurs comme Jarman ne parlent pas non plus, Derek Jarman, ne parlent pas non plus que de nature intacte, mais bien plutôt d'espaces, je la cite, qui sont des épaves, des déserts, des espaces déboisés, des centrales nucléaires, des refuges improbables et des jardins impossibles. Elle cite de nouveau Grover, l'aide-soignante dont je parlais tout à l'heure, qui parle quant à elle de beauté difficile qui sous-tendent la déformation du paysage, une vision qui rejoint pour moi le concept de féralité d'Anat Singh, pour qui la nature est toujours déjà mêlée de culturel, en ce que cela peut avoir de freak aussi, de monstrueux, une nature capable d'incorporer, de digérer et de profondément se laisser transformer par ce culturel, lui redonnant par là même donc à la nature une forme d'agentivité. Donc ça c'est la définition de féralité d'Anat Singh, anthropologue donc, qui a écrit Le dernier champignon avant la fin du monde. C'est un peu notre star dans les pensées de l'environnement. On peut tout à fait voir à l'œuvre et appliquer ce concept de féralité lorsque Jeanne Zita Grover, toujours selon l'analyse de Sandilands, je cite, refuse de romantiser un système fluvial nordique, donc on parle nordique du nord des États-Unis seulement, qui serait pur et d'avant la chute, comme de diaboliser les espèces invasives qui viennent progressivement remplacer les habitants indigènes. Quand on parle d'habitants indigènes, il s'agit des poissons de la rivière Whitewater, dans laquelle elle pêche à la mouche alors. Grover parle du paysage qu'elle a sous les yeux comme d'un paysage, je cite, maltraité, appauvri, abandonné, érodé, donc ça c'est toujours nos tracklets, inondé, négligé. Reprenant également les textes de Derek Jarman, Sandilands insiste sur cette expérience queer du deuil qui reviendrait à être blessé dans un monde de blessures, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les expériences queer sont donc des expériences particulières qui permettent de penser une sensibilité queer de notre rapport à la nature qui serait toujours déjà mêlée de sentiments ambivalents, paradoxaux, voire perçus comme carrément négatifs, comme le deuil ou la perte,
que Sandy Lance réaffirme à l'appui de Butler dans Precarious Life de 2004 comme des concepts majeurs de l'expérience queer. Et si l'on continue, donc ça vient brouiller notre expérience d'une pureté militante dans l'écologie, etc. Et si l'on continue malgré tout à vouloir se référer à une idée de nature, il ne s'agit pas non plus, et cela nous l'avons vu, de se référer à une nature en tant que décor, grandiloquent ou notion abstraite, mais bien plutôt de parler toujours d'expériences intimes et d'histoire locale, en somme, de se situer profondément là où on est. Les histoires queer de nature sont toujours des histoires profondément singulières. Je cite encore Sandy Lance. Le registre de l'idylle cède donc la place à celui des relations complexes et non dénuées d'ambivalence avec la nature, exigeant de nous de vivre dans le trouble, to stay in the trouble, pour citer Haraway, dont on a pu parler hier, avec l'idée d'en stay, de s'y tenir, de faire face. C'est en tout cas le sens que veut lui donner Nicholas Reich, donc l'auteur des Trucklusts, et qui en sont un exemple, en ce sens qu'elles ne choisissent pas leur camp entre régime pétrosexuel, qui serait l'un de genre de culture, et le camp de la ruralité, dont elles court-circuitent en fait toute romantisation, vous pouvez le voir. Donc ces convergences, je vais finir, ces convergences entre queer et écologie dont on a parlé aujourd'hui d'un point de vue des pratiques vraiment militantes, pour moi, pour ma part, il existe évidemment des articulations théoriques qui ont été faites, des rapports de domination. Donc c'est fondé avant tout sur des expériences et des vécus situés. Ça, c'est ce que je me répète. Donc les espaces dont je parle sont des espaces de lutte avec des personnes militantes, et ce qui fait advenir que l'on peut alors parler d'une écologie queer, c'est la construction tout simplement de réseaux et l'amorce de complicité, c'est ce qu'on a dit, proprement queer. On se reconnaît, on s'identifie les uns aux autres, on voit qu'on se ressemble et on se rassemble. On voit dans ces espaces écolos des personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est un discours qui revient souvent, et je peux le dire aussi. Ces complicités se fondent sur un terreau qui est celui de vécu commun et de pratiques collectives de soins et de lutte. On l'a vu, le militantisme anticapitaliste qui a amené ces personnes à rejoindre les mouvements écolos n'est pas toujours ouvert aux problématiques queer, on en a parlé tout à l'heure, et le sentiment peut alors apparaître de se sentir queer parmi les queers, comme le dit Ellie Claire dans Exile and Pride. Il y a le risque alors de se sentir, je traduis, feel queer in the queer community as backwoods, outsider, donc se sentir un peu le gueux des communautés queer, d'être doublement queer en fait, et bizarre et exclu. Il y a, c'est ce qu'évoquait aussi tout à l'heure, une confusion entretenue entre transidentité et transhumanisme. Ce sont des milieux de lutte qui nous paraissent parfois hostiles en tant que personnes queer, et il reste des liens à faire entre ces luttes. Voilà, je ne vais peut-être pas revenir sur tout ce que ça reprend en fait du projet d'Aubonien et écoféministe, donc du premier écoféministe historique qui parle vraiment de cette question de penser ensemble les intersections. Donc je veux juste finir là-dessus, je finis vraiment donc sur cette question de visibilité quand même, parce que maintenant j'ai l'impression qu'on a gagné en tant que personne queer qui luttons dans les espaces écolos et anticapitalistes, on a gagné une forme de visibilité, mais qui m'interroge aussi, donc ça je laisse ouvert complètement à la discussion, puisque pas plus tard qu'avant-hier sur les réseaux sociaux, donc je tombe sur ces images d'un blocage des sites de Total Energy en Belgique pour protester contre le projet EACOP, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la construction d'un pipeline qui traverserait l'Ouganda et la Tanzanie. Donc ça a été 36 heures de blocage, relayé comme une action de désobéissance civile citoyenne de masse, je cite. C'est une coalition citoyenne qui s'appelle Code Rouge, belge, et vous voyez ce que je vois, une mise en avant très nette de messages politiques queer. Donc ça, c'est très... voilà, ça m'a quand même beaucoup interpellée, notamment Queer Zen, le patriarcat, et des militants qui sont mis en avant, en tout cas sur les réseaux sociaux. Sur leurs réseaux sociaux, c'est les photos qui apparaissent, c'est pas d'autres. Donc on voit leur identité politique, notamment sur les blousons des militants. Et là, il semblerait presque que ce soit le queer qui amène ces luttes à devenir proprement écoféministes, comme ces luttes écologistes passaient à l'heure actuelle par ce biais pour mieux rejoindre un projet écoféministe en fait, qui est là depuis le départ, de renversement radical de toutes les formes d'oppression et vraiment de la volonté de renverser ces oppressions ensemble. Et j'ai l'impression comme il y a une légitimité très récente accordée aux personnes queer dans la lutte écologiste, avec peut-être, on peut le penser, une forme de légitimité, il y a peut-être une forme de légitimité qui est donnée en contrepartie que nous donnerions aux écolos à pouvoir de ce fait en avant mettre ce message politique-là, de pouvoir eux-mêmes se revendiquer, se rattacher à une certaine forme de radicalité, chose qu'ils ne pourraient sinon peut-être pas faire. Mais sans être réduit à une caution radicale des luttes écolos, il semble en effet que concrètement,
notre présence, parce que je suis aussi militante queer écolo, en tant que personne queer dans ces mouvements, on commence à avoir des effets durables en leur sein, en termes de pratique et d'analyse, et de pensée collective de ce qu'est l'écologie politique. Et il y a des choses en ce moment qui fleurissent partout, effectivement, comme à Paris aussi. Donc on a parlé du moment COP21, maintenant il y a le moment anti-JO, où je pense, je serai sûrement là aussi, il y a des questions de lutte concrète et d'action directe, de sabotage, etc., qu'on peut penser à l'aune de ces analyses queer-là. Et je m'arrête définitivement, je savais que je parlerais trop. Je m'excuse. Merci. Merci de votre attention.